Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, Odyssée RH, comme chaque semaine. Bonjour Thierry. Salut. Comment ça va? Eh bien, grande forme. Grande forme dans un contexte particulier. Vous avez décidé de vous accaparer une expression que tous les RH, et c'est votre métier, utilisent, et ici d'ailleurs, la guerre des talents, mais vous mettez des guillemets au mot guerre. Quoi? Parce que c'est impropre, parce que c'est un peu troublant de le dire dans ce contexte? Alors, à vrai dire, ce week-end, en regardant les chaînes d'information en continu, et en voyant évidemment le conflit qu'on regarde tous et qu'on observe, j'ai réalisé que cette guerre des talents, elle avait, comme dans la guerre actuelle, des David et des Goliath. Et je me suis rendu compte que finalement David résistait plutôt bien sur le conflit européen, en tout cas mieux qu'on l'avait craint, et que dans la guerre des talents qui nous occupe, il y a aussi des David qui souvent résistent mieux qu'on ne l'avait craint ou espéré. C'est qui les David dans la RH? Eh bien, ce sont souvent, d'ailleurs, on va en parler, les petits recruteurs qui n'ont pas des marques employeurs aussi puissantes, qui n'ont pas l'artillerie de communication, l'artillerie de marque qu'ont les grands acteurs, et qui pourtant, avec d'autres arguments, et on va en parler, sont capables de créer justement une surprise dans la guerre des... Alors d'abord, cette guerre des talents, peut-être rappelons d'où vient le terme, c'est intéressant. Oui. C'est pas un terme récent, il date de 2005, et à l'époque, c'était Franck Ribou, le patron de Danone, qui décrivait par ce biais-là, en pensant à l'époque à la pyramide des âges. Il ne pensait pas encore à tout ce qui nous est arrivé depuis. Mais en 2005, il prévoyait la pyramide des âges et le besoin de renouveler les équipes. Et il expliquait par ce biais tout le travail de mobilisation qu'il faudrait faire par les entreprises pour aller chercher, mais surtout séduire les candidats. Et il parlait donc de guerre des talents. Il anticipait un gros départ en retraite, globalement, avec des jeunes qui, à la fin, tout le monde allait se battre le même jeune, quoi. Et il disait quelque chose d'intéressant, déjà à l'époque. Il disait, nous sommes 5 fois plus petits, Danone pourtant, nous sommes 5 fois plus petits que nos concurrents, puisqu'il parlait des grands acteurs de l'agroalimentaire américain. Il nous faut donc être 5 fois plus rapides et 5 fois plus créatifs. Je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, il disait, quand on est 5 fois moins gros, il faut plus de réactivité, plus de flexibilité, et c'est comme ça qu'il décrivait le projet de Danone. En y repensant et en reprenant ma lecture de cela... En calquant la guerre, la vraie guerre en fait. Et surtout, je relisais que le programme qu'il avait développé chez Danone pour préparer la guerre des talents s'appelait programme Odyssée. Ça devait être un signe. Odyssée RH, évidemment. Voilà. Rappelons-le. C'est quoi les clés de comparaison? Parce qu'après tout, ce mot guerre utilisé par Ribou, c'est un mot dévoyé, puisqu'il le sort de son sens, mais parce qu'il n'y a pas de guerre physique, mais il y a quand même des éléments comme ça, où vous y voyez comme ça des similitudes. Alors d'abord, effectivement, rappelez quand même que cette guerre des talents, bien sûr, avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, cette guerre des talents actuelle, elle fait suite à quoi? Elle fait suite à 2 ou 3 années pendant lesquelles les entreprises ont été un peu privées de leur capacité de se développer, j'allais presque dire privées de leur puissance de développement, et qu'elles ont retrouvé des marges de manœuvre, de la puissance de développement grâce aux lignes de crédit des banques, grâce aux aides de l'État, mais aussi grâce au changement de consommation. Vous étiez, tout à l'heure, vous invitiez une responsable des ressources humaines géniale, j'ai oublié le nom d'entreprise. International Log. Voilà, qui racontait effectivement que sa structure est aussi portée par les changements de consommation, et donc ces changements de consommation aussi, ils ont des impacts sur la guerre des talents, sur les entreprises qui recrutent et les candidats qu'elles recherchent. Et donc ces entreprises, elles ont été pendant 1 an ou 2 un peu privées de leur capacité de développement, et là elles en profitent effectivement pour se remettre sur les rangs et pour mobiliser des équipes, et donc elles vont mobiliser et se mobiliser en allant chercher des ressources. Ces ressources, ces candidats-là, eh bien, ils ont le choix maintenant de s'enrôler dans différentes équipes, et c'est tout l'enjeu de cette guerre des talents. Alors, il y a, à mon sens, 4 ou 5 clés de comparaison que vous évoquez. La première, justement, elle était un peu évoquée par Ribou à l'époque, elle était un peu prémonitoire, c'est justement le fait que ces 2 guerres sont des guerres de vitesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on va vite sur le champ des candidats, sur le champ de bataille, disons-le comme ça, je vais me permettre quelques parallèles, mais plus on va vite sur le champ de bataille et plus on y va fortement, plus on prend de l'avance sur ses concurrents. On a encore des recruteurs aujourd'hui, si je veux transposer ça à des conseils de recruteurs, qui se croient en drôle de guerre de tranchées, qui pensent qu'on peut se permettre de prendre du temps, de réfléchir. Alors c'est de la mobilité permanente qu'il faut avoir. Alors qu'on arrive aujourd'hui... Et de l'agilité. La guerre des talents aujourd'hui est une guerre qui se joue sur le temps, sur le timing, et on voit d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui ont changé leur mode opératoire pour aller beaucoup plus vite que qui? Que leurs concurrents qui, eux, sont restés sur un système plus traditionnel. Donc on gagne sur la rapidité, c'est-à-dire saisir la personne et l'embaucher. Oui, il faut aller, entre guillemets, aller à l'assaut, aller à l'assaut du candidat, et une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a identifié, aller plus vite que sa concurrence pour pouvoir, j'allais le dire comme ça, l'enrôler rapidement. Alors, deuxième... Les valeurs, il y a un élément important. Oui, par rapport à Ribou, par rapport à l'idée, voilà, c'est quoi une entreprise, c'est quoi ses valeurs? Alors effectivement, les valeurs, alors évidemment, sans faire de comparaison, on voit bien que quand on se bat contre un concurrent, quel qu'il soit, et notamment en matière de recrutement, on se bat aussi sur le front des valeurs, que chacun va porter des valeurs qui sont les siennes et qu'il juge plus pertinentes, plus efficaces, supérieures à celles de l'autre.
Et que le travail de l'entreprise en recrutement, et on fera les parallèles qu'on veut, c'est d'être capable de démontrer au plus grand nombre que ses valeurs à lui sont plus défendables, plus légitimes que celles des autres. Et sur ce plan des valeurs, c'est pas toujours le plus grand qui gagne, c'est pas toujours le plus gros qui gagne. C'est-à-dire que si on est capable d'expliquer ses valeurs, de faire un peu de propagande, c'est-à-dire de marque employeur, si je devais dévoyer un peu le terme aussi de marque employeur, c'est-à-dire de communication, eh bien on est capable d'aller chercher des candidats qui sont rattachés à nos valeurs, finalement, même si on est en déséquilibre de puissance vis-à-vis de nos concurrents. C'est vrai. Et sur ce point-là, le conseil que j'ai à donner aux entreprises qui sont sur ce sujet, c'est-à-dire qui sont le David de leur guerre du recrutement face à des Goliaths, c'est de bien se battre avec leurs atouts à eux et de ne pas essayer de concurrencer l'autre sur son domaine à lui. Deux derniers sujets. La marque employeur, il faut qu'il y ait quand même du produit dans la boîte. C'est-à-dire si la boîte est belle, il y a un joli nœud, mais il faut tenir ses promesses. Ça, voilà. C'est très important. Voilà, je ne dis pas que dans un autre sujet, on n'aurait pas voulu que certains ne les tiennent pas, mais c'est vrai à l'Europe. Mais sur le front du recrutement, la capacité de faire et de tenir ses promesses nous crée une légitimité très forte. Bah oui. Par exemple, si je dis que chez moi, on est heureux, il ne suffit pas de montrer un baby-foot, il faut être capable de le démontrer et le tenir. Si je dis qu'on gagne plus sa vie qu'ailleurs, il ne faut pas que ça concerne 2 ou 3% de mes équipes. Si je dis qu'on peut évoluer, il ne faut pas que ce soit que le fils du patron qui évolue. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire des promesses. C'est donc le métier de la marque employeur. Et de les tenir, c'est celui de la culture d'entreprise, puisque le métier de la culture d'entreprise, c'est de tenir les promesses qu'a faites la marque employeur. Et dernier point, et ça, celui-ci est très important, toujours pour filer cette métaphore un peu tragique, en fait, rien n'est jamais acquis. Oui, c'est-à-dire que c'est une bataille qu'on ne finit jamais de gagner, la guerre du recrutement. Souvent, on va tenter de se dire, j'ai fait un bon entretien, le candidat est content, moi aussi, j'ai gagné la guerre. En fait, j'ai gagné une bataille. Bataille, ouais. Or, pour gagner la guerre avec ce candidat, c'est-à-dire l'intégrer dans nos rangs, il faut être capable de gagner plusieurs batailles d'affilée, parce que ce qu'elle a, cette guerre des talents de particulier, c'est que ce candidat, ou plusieurs employeurs peuvent gagner la même bataille avec le même candidat. J'ai un entretien avec vous, l'entretien se passe très bien, je suis convaincu que vous allez me rejoindre, sauf que 2 heures après, vous avez un autre entretien, et l'autre employeur, mon concurrent, gagne aussi cette bataille, puisqu'il vous convainc aussi. Et donc, on est capable d'être plusieurs à gagner la même bataille. Il faut donc être capable de gagner plusieurs batailles d'affilée, c'est-à-dire plusieurs entretiens, le plus vite possible. C'est comme ça qu'on gagne la guerre. Voilà. Juste, il nous reste une poignée de secondes, mais vous avez filé la métaphore sur ce mot guerre dans un contexte évidemment tragique. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous allez faire une chronique sur le mot talent? Parce que c'est vrai que quand on dit guerre des talents, on se dit des talents. Enfin, le mot talent, il est fort, il est marqué. C'est toujours des talents ou c'est des collaborateurs? Enfin, est-ce que c'est pas un peu exagéré le mot talent là? C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde dit qu'il ne recrute que des savoir-être, des talents. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on met derrière le talent, c'est pas des savoir-faire souvent, hein, c'est des qualités humaines, c'est des valeurs humaines. Mais dans les faits, un peu survendu à The Voice, comme dirait Romain dans l'oreillette. Ouais, exactement. C'est-à-dire que dans les faits, dans la confidence des fiches de poste, c'est pour ça que quand on parle de talent, moi je précise un peu que quand même il y a des prérequis qui sont objectifs sur le recrutement et qu'il ne faut pas non plus les négliger, quitte à rajouter le talent. Un peu survendu, parfois un peu survendu. C'est un vrai plaisir Thierry de vous accueillir dans ce contexte, notamment sur cette expression de guerre des talents, guerre avec laquelle vous avez mis évidemment de gros guillemets. Merci de nous avoir rendu visite, vous êtes le patron et fondateur de Réseau Odyssée RH. Merci à vous, je remercie tous les talents qui sont derrière en régie évidemment, Romain Luc, merci à Saïd pour le son, Romain Luc à la réalisation, et puis les talents de Fanny Griesmer et de Carla pour l'accueil invité. Voilà, là vraiment, merci à vous en tout cas pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.